Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. On va pas parler marketing digital, on va parler immobilier. C'est une deuxième grande passion que j'ai. Certains d'entre vous le savent peut-être. Ceux qui me suivent sur Instagram, je partage beaucoup de stories où je fais visiter mes investissements. Je prends beaucoup de photos pendant les chantiers, etc. J'en parle pas trop sur la chaîne YouTube, mais aujourd'hui, suite à plusieurs demandes que j'ai eues de personnes curieuses de comment j'ai acheté mon premier appartement à 18 ans, j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Alors c'est plus un petit peu une story time plus qu'une vidéo dans laquelle je vais vous parler montage immobilier, comment acheter, comment trouver la bonne affaire, etc. Je vais plus vous parler un petit peu de comment les choses se sont enchaînées, comment les choses se sont goupillées pour réussir à ce que j'achète mon premier appartement à mes 18 ans. Donc, tout d'abord, j'ai envie de vous dire, ça part d'une volonté d'investir. Pourquoi j'ai eu cette volonté d'investir? Je vais vous dire clairement, je ne sais pas. Je suis tombé aujourd'hui, avant de tomber dans le marketing digital, la première vidéo entrepreneuriale sur laquelle je suis tombé, c'est une vidéo d'immobilier d'une personne, d'un investisseur qui nous présentait un nouvel achat qu'il avait réalisé à Paris. Je me suis dit, putain, l'immobilier quand même, tout le monde en parle, il y a quelque chose à creuser. Donc, j'ai continué à regarder des vidéos sur l'immobilier. Puis, je suis peu à peu tombé sur des personnes qui vendaient des formations en immobilier et ma passion pour le marketing digital est entre guillemets partie de là. Mais c'était déjà de base une volonté d'investir dans l'immobilier et de commencer à me former dans l'immobilier. Donc, j'ai à ce moment-là à peu près 15 ans. J'ai commencé à regarder vraiment mes premières vidéos, à commencer à me renseigner fort sur l'immobilier à partir de 15 ans. C'est tôt, oui, certains sera peut-être plus tard et c'est pas grave du tout. Moi, ça a été tôt parce que je vous ai dit, j'ai toujours été fan de voitures, donc c'est une passion qui coûte cher et je me suis toujours dit, mais putain, moi je roulerai dans cette grosse voiture, je pourrais faire du circuit, etc., etc. Donc moi, c'est vraiment une passion à ce niveau-là, donc c'est pour ça que j'avais cette volonté en fait tout simplement de réussir à gagner de l'argent. Et aujourd'hui, quand on tape comment devenir riche sur internet, je le dis parce que c'est comme ça que ça s'est fait, j'en rigole souvent, je suis tombé sur beaucoup de charlatans, beaucoup de marchands de rêve, mais également sur des personnes qui nous parlaient de leur fortune immobilière. Donc à mon sens, l'immobilier, c'est avéré tout simplement être un pilier d'enrichissement, quelque chose de stable, quelque chose dans la finalité de pas si compliqué dans le sens où le processus de l'immobilier en soi n'est pas forcément compliqué. Par contre, tous les montages et tout le développement qui va autour l'est. Mais pour acheter votre premier appartement, vous n'avez pas forcément besoin de connaître tous les montages de SCI, de holding, etc. que vous pouvez avoir à disposition pour créer un empire. Là, on parle d'acheter un premier appartement. Donc à mes 15 ans, année des 16 ans également, ça a été une grosse formation. J'étais à ce moment-là en première, j'ai sauté une classe dans mon parcours scolaire. Donc j'ai passé beaucoup de temps vraiment à taffer sur de l'immobilier. C'est-à-dire que à mes 16 ans, je pense que je savais à peu près exactement comment fonctionnait le LMNP, toutes les bases qu'il fallait avoir pour aller faire des visites, pour aller faire des bonnes offres, trouver la bonne affaire et la mise en location. Maintenant, encore une fois, entre connaître la théorie et savoir l'appliquer, le mettre en pratique, il y a un monde. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis que j'étais capable, entre guillemets, que je connaissais comment fonctionnait le LMNP, etc., une mise en location, par exemple, oui, je savais qu'on pouvait louer son appartement en courte durée sur Airbnb ou alors en LMNP au régime réel pour déduire des frais, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand vous mettez votre premier bien en ligne sur Airbnb, pour ma part, ça a été une palpite. Vraiment, ça a été, on prend la pression. Et en fait, j'ai pris cette pression à plusieurs étapes de mon achat et j'y viendrai juste après. Mais encore une fois, ce premier passage, ce premier saut entre la théorie et la pratique, il est tout le temps très compliqué et je vous encourage vraiment à le faire. Au-delà de cette volonté, il y a eu une grosse formation. On dit souvent formez-vous pour pas faire d'erreurs. C'est ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai pas fait d'erreurs, mais en tout cas, je pense que j'ai limité la casse et j'ai rien fait comme grosse erreur qui m'ait coûté réellement cher ou qui m'ait impacté la rentabilité de mon appartement. Donc, j'ai commencé à me former énormément. J'ai terminé mon lycée tranquillement parce que je le rappelle, j'étais en première, donc j'ai fait ma terminale, j'ai passé mon bac que j'ai eu. Pendant l'année de terminale, j'ai également lancé mon agence marketing parce qu'en parallèle, je me suis lancé dans le digital et je suis arrivé à Toulouse. Donc, je suis arrivé à Toulouse avec un petit capital grâce à ce que j'avais fait avec l'agence et au e-commerce. J'ai commencé à développer un petit peu mon agence, etc. pendant un an. Ça s'est bien passé, j'étais content. Mais à un moment, je me suis dit, ok, je vais avoir bientôt 18 ans. J'ai envie de pouvoir acheter un appartement rapidement parce que ça correspond avec mes envies, avec la vision que j'ai de l'entrepreneuriat et de la liberté que ça doit apporter. Donc, comment je peux faire aujourd'hui pour pouvoir acheter un appartement?
un appartement sur Toulouse, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers d'euros que je n'avais pas sur les comptes. Et si vous n'êtes pas en CDI, c'est compliqué de vous faire suivre sur une boîte qui a 2 ans, qui plus est gérée par un petit jeune de 17 ans. Donc attention à ça, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Donc, je me suis résigné à prendre un travail CDI à partir de mes 18 ans. Donc, la première année où je suis arrivé à Toulouse, de mes 18 ans jusqu'à mes 18 ans et 4 mois, j'ai bossé dans ce CDI en restauration, dans un resto où on prenait des 350 couverts par service et qui n'était pas payé exceptionnellement bien. Mais ça m'a permis, donc, un CDI à 1600 € net, qui m'a permis tout de même de venir me présenter devant mon banquier et de lui demander un crédit pour l'achat d'un appartement. Donc en parallèle de CDI, ce qui était bien, c'est que j'étais en coupure, donc service du midi et service du soir. Le matin avant 11 h, tu es libre et l'après-midi de 15 h à 19 h, c'était 18 h, j'étais libre. Donc ça me permettait tout simplement de partir en visite toutes les après-midi. Je partais en visite, je partais en visite, je partais en visite. Le matin avant le service de 7 h à 11 h, même de 6 h à 11 h, je bossais sur mon agence parce que pour le coup, je l'ai toujours gardé, j'avais encore des clients qui tournaient. Donc ça a été vraiment 4 mois hyper compliqués. 4 mois de galère, 4 mois où je suis sorti des fois de journée à 23 h, minuit quand je terminais le service avec presque les larmes aux yeux à me dire putain mais est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi. Et encore une fois là on passe un petit peu sur une leçon entre guillemets mindset etc. Mais vous devez quand vous avez une idée en tête aller au bout. Et ça, c'est la force d'un entrepreneur à mon sens. Rien qu'à vous en parler, j'ai presque des frissons. Mais c'est la force d'un entrepreneur à mon sens de réussir à garder le cap et de réussir à avoir une vision qui est plus forte que tous les éléments extérieurs qui vont venir essayer de casser cette vision, de casser cette direction que vous avez. Donc, voilà, j'ai pris un travail salarié pendant 4 mois, de mes 18 ans pile, parce que pour signer un CDI, avant les 18 ans, c'est quand même compliqué. Donc de mes 18 ans pile, le jour de mes 18 ans, j'ai signé ce CDI. J'ai eu une période d'essai de 2 mois qui normalement était renouvelable 2 autres mois. Sauf qu'au final, au bout de 3 mois, je me suis présenté devant le banquier en disant je ne suis plus en période d'essai, etc., etc. Bon, c'est passé, mais encore une fois, ça a été au culot. Et bien évidemment, pendant ces 2-3 premiers mois de période d'essai, CDI où je peux pas forcément aller me présenter à la banque parce que je suis en période d'essai, j'ai visité des appartements. Et je suis retombé là-dessus parce que j'avais un petit carnet de bord dans lequel je notais toutes mes visites une par une. J'ai visité 34 appartements avant d'avoir l'appartement que j'ai acheté. Je l'avais visité avant, c'était pas le 34e que j'avais visité, mais avant d'avoir cette offre acceptée et réellement un bien intéressant. Donc encore une fois, j'ai des amis qui se lancent dans l'immobilier et qui font une visite, qui veulent de suite faire une offre et qui veulent aller visiter que ce bien parce qu'ils me disent ouais c'est top, c'est top. Mais des biens top, j'en ai visité plein. Donc encore une fois, vous devez faire preuve d'abnégation. Et aujourd'hui, acheter un appartement, c'est pas une petite décision. Vous devez vous y investir, mais vraiment. Et aujourd'hui, on n'achète pas un appartement en allant faire une visite en disant allez c'est génial, je fais une offre, nanana, en allant devant chez le banquier. Même si vous avez votre crédit, vous achetez, vous n'aurez pas fait une bonne affaire en fait. Et vous avez même besoin pour votre œil de débutant d'aller visiter, d'aller discuter avec des agents immobiliers. Même si bon, c'est pas mes grands amis, mais ils ont toujours quelque chose quand même à vous apprendre quand vous êtes débutant. Vous allez commencer à vous faire l'œil. Faites-vous une petite checklist des choses à vérifier. Par exemple, les arrivées d'eau, les menuiseries, l'état des planchers, plafonds, placos, etc. Entraînez-vous à avoir l'œil. Entraînez-vous à faire des calculs de rentabilité, à faire des projections de chiffrage de travaux, etc. Tout ça, c'est vraiment des éléments qui vont vous permettre quand vous allez trouver la bonne affaire, d'être réactif et de ne pas faire d'erreur. Donc moi, ces 34 visites m'ont énormément apprise avant que, voilà, quand j'ai fait cette 34e visite, j'ai eu une réponse pour cet appartement. Alors, il faudrait que je regarde exactement, mais je crois que c'était l'un des 30e. Je l'avais visité une semaine avant et j'avais fait une offre en dessous du prix, bien évidemment. Le propriétaire s'était accordé quelques jours pour de réflexion en attendant d'autres éventuelles visites. Au final, il n'y en avait pas eu. C'était un bien un petit peu compliqué dans le sens où il y avait une grosse rénovation à faire, fallait se projeter, c'était un pan dessous les toits, etc. Mais il y avait du cachet, il y avait du potentiel. Et c'est ce potentiel que j'étais capable de voir grâce également à mes 30 autres visites qui avaient été passées juste avant. Donc, pendant ces 3 mois, voilà, j'ai trouvé la bonne affaire, j'ai fait une belle négociation. Après, encore une fois, je vous dis, j'ai fait une offre, ça a été contre-proposé et tout, ça a été une bataille. Ça a été une bataille. Je suis allé 2 fois chez ce vendeur, négocier avec l'agent immobilier, à faire un pas vers lui pour qu'il fasse un pas vers moi, en disant, bah écoutez, je prends votre notaire histoire de faire accélérer le dossier, mais par contre, vous m'acceptez l'offre à tel prix, etc. Parce que c'est mon premier bien, que je vais avoir des gros travaux à faire, que voilà, j'ai pas envie de me planter sur cette OP. Bon, ça a été une grosse négociation, mais ça, encore une fois, il y a des méthodes pour négocier, tout simplement.
Faut pas vous faire un monde non plus de cette négociation. Mais attention aussi, il faut pas être trop gentil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez à des mecs qui sont là pour vendre. Tout simplement, c'est cru, ça peut en gêner certains, mais ils sont là pour prendre leur putain de fric. Donc, vous devez être aussi dans cette optique-là de défendre vos intérêts comme un lion et ne pas faire de social avec quelqu'un qui va vous dire mais moi c'est pour ma retraite, mes enfants, nanana. Vous êtes là également pour faire une bonne affaire. Quand vous avez compris ça, ça va vous permettre de garder votre ligne directrice. Et moi je sais qu'un appartement sur lequel je ne m'autofinançais pas en location longue durée, je n'allais pas au-delà. C'est-à-dire que je ne faisais pas d'offre au-delà du prix sur lequel je m'autofinançais par rapport aux mensualités que j'allais avoir et par rapport au loyer que j'allais pouvoir louer en longue durée. Même si je ne voulais pas louer en longue durée, c'était ma sécurité parce qu'aujourd'hui je fais que du Airbnb sur tous les appartements que j'ai, mais je veux quand même que tous ces appartements puissent, si jamais Airbnb à un moment a un problème ou ne peut plus fonctionner comme ça, puissent être loués en location longue durée sans être un boulet pour moi et sans me coûter d'argent. Donc voilà, on a trouvé le bien, on a réussi à avoir l'offre contresignée du vendeur qui accepte le prix qu'on lui a proposé. J'ai mon CDI qui arrive bientôt en fin de période d'essai, je suis aux 3 mois, j'arrive chez le banquier. Donc j'arrive chez le banquier, pareil, j'ai fait le tour quand même de 6 banques, j'ai pris des refus. C'est pas énorme encore, 6 banques. Il y en a qui, je sais, qu'on tournait dans plus de banques, mais j'ai pris des refus, j'ai pris des ah non mais monsieur, mais 18 ans, mais j'en ai un quand même qui m'a dit 18 ans, allez vous trouver un petit studio à louer, ce sera plus sécuritaire que d'acheter un appartement. Et en fait, tout ça, ça m'a encore généré de la haine, de la hargne, mais de la haine positive, c'est-à-dire que ça m'a donné de la niaque tout simplement. Et je me suis dit ok, mais cet appart, je l'aurai. Je l'aurai quoi qu'il en coûte. J'avais un petit peu d'apport sur les comptes quand même par l'agence que j'avais lancée, le e-commerce, le taf de CDI mine de rien qui aussi me rapportait un petit peu d'argent et les pourboires en restauration. Je vivais que sur mes pourboires sur l'ensemble du mois et mon salaire CDI 1600 c'était quasiment du reste à vivre. Donc pour un banquier c'est très rassurant de voir aussi qu'il y a quand même un petit peu d'argent sur les comptes et une gestion de ces comptes très sécuritaire. Donc le banquier, au final j'ai été voir quelqu'un qu'on m'a recommandé au bout de un mois à peu près de recherche de dossiers bancaires à droite, à gauche, je les ai montés en simultané, j'enchaînais des rendez-vous la même après-midi. Je me souviens qu'en une après-midi, j'ai fait 3 rendez-vous banque, j'étais arrivé en retard pour la prise de mon service le soir parce que le temps de monter 3 dossiers avec 3 banquiers différents, c'était compliqué. Mais en gros, voilà, j'ai pris des refus, certains un petit peu condescendants, un petit peu hautains, on va dire, avec moi du fait de mon âge, mais j'ai quand même eu ce banquier qu'on m'a recommandé. Donc il y avait ce petit lien de confiance où déjà il m'a écouté tout simplement. Il a écouté le projet qui était un beau projet, j'avais monté un beau dossier pour montrer la rentabilité, j'avais tous les documents qu'il fallait, les estimations, etc., etc. Encore une fois, monter un dossier bancaire, ça s'apprend. Il y a plein de blogs sur lesquels vous allez pouvoir trouver les pièces nécessaires. Et moi, j'aime bien rajouter des éléments en plus qui permettent de rassurer le banquier parce qu'aujourd'hui, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Donc, j'ai vu cette personne-là, je lui ai présenté le dossier. Elle a monté le dossier, elle, de son côté, pour le lancer en instruction à son organisme de cautionnement. Donc là, ça vous paraît peut-être un peu trouble, mais c'est le processus bancaire, en fait, quand vous demandez un crédit. L'organisme de cautionnement m'a refusé. Donc au final, je me suis dit, putain, ça va vraiment être compliqué. Et il m'a dit, on peut avoir une autre méthode de caution qui s'appelle le PPD, privilège prêteur de deniers. C'est une sorte d'hypothèque, je ne vais pas rentrer dans les détails, un peu moins complexe. Donc on est passé en PPD, en gros la banque accepte de prendre le risque de m'assurer, alors que normalement en fait quand on passe avec un organisme de cautionnement, c'est cet organisme de cautionnement qui prend le risque de rembourser la banque si jamais vous ne pouvez plus rembourser. Donc tout simplement la banque a fait office d'organisme de cautionnement pour moi. Donc c'était une belle preuve de confiance et aujourd'hui avoir un PPD, surtout en les temps qui courent et tout, avec le Covid, etc., c'est loin d'être évident. Et j'ai réussi à l'avoir et à être financé à 110%. C'est-à-dire que sur ce premier appart, c'était il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, quoi, le temps de. J'ai réussi à passer en PPD à 110%. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je vais pas vous mentir. Vous investir dans l'immobilier sans avoir au moins les frais de notaire à apporter, ça devient très complexe sur la période actuelle qu'on vit. Mais donc j'ai pas eu forcément beaucoup d'argent à sortir. Le banquier m'a suivi en PPD. C'est bon, j'avais le crédit, génial. J'ai signé l'offre de prêt. Donc l'offre de prêt, une fois que vous la signez, vous avez 14 jours de délai de rétractation. Si jamais vous vous dites, au final je ne veux plus acheter, j'ai fait une erreur, je me suis enflammé, etc. J'ai attendu ces 14 jours sans me rétracter bien évidemment et on a pu aller signer l'acte de vente authentique. On a signé l'acte de vente authentique chez le notaire. Le jour où j'ai signé l'offre, je vous fais un petit flashback, mais l'offre de crédit, où je savais que j'allais avoir mon prêt et que j'avais les 14 jours de rétractation, j'ai
posé ma démission au CDI. Donc ça faisait 3 mois. En fait, à une semaine après ne plus être en période d'essai, j'ai posé ma démission. Donc bon, je vous laisse imaginer la tête de la patronne. Bon, j'étais un bon élément et elle s'attendait pas tout simplement à ce que je pose ma démission à la fin de la période d'essai. En général, justement, à la fin de la période d'essai, on est content, on se dit allez, ça va être une longue histoire d'amour. Au final, je pose ma démission. Et du coup, j'étais statut le plus bas possible, etc. Donc j'avais une semaine de préavis. Donc au bout d'une semaine, je me suis retrouvé libre. J'avais plus de CDI. Je savais que j'avais mon crédit. Il restait 7 jours avant que le délai de rétractation expire et que je puisse signer l'acte de vente. Donc on a signé l'acte de vente. Je n'étais plus en CDI. J'avais de l'argent de côté parce que j'ai pas eu à amener les apports en frais de notaire, etc. Et je suis parti à Marrakech. Ça peut faire rigoler quand je dis ça, mais entre le moment où j'avais le délai de rétractation qui a expiré et le moment de l'acte de vente, j'avais une semaine de délai. Je suis parti à Marrakech me faire des petites vacances tranquilles. Je suis revenu, j'ai signé l'acte de vente, j'ai lancé les travaux avec un artisan que m'avait été recommandé par quelqu'un que j'avais été voir dans une agence immobilière. Je lui avais posé des questions, je lui ai demandé s'il n'y avait pas des artisans. Il m'a dit lui il est top, etc. Donc je l'ai fait bosser, je lui avais fait faire un devis avant bien sûr pour le dossier bancaire. Vous avez besoin de devis pour chiffrer le montant des travaux et l'inclure dans le montant de votre crédit. On a lancé les travaux et je lui ai dit écoute, je dois partir en vacances. J'avais des petites vacances à Dubaï qui étaient planifiées également. Je lui ai dit je te fais confiance, je dois partir 10 jours, je reviens, enfin j'espère que quand je reviens, voilà, ça aura avancé, je te fais vraiment pleinement confiance. T'as les clés de l'appartement, t'es comme chez toi. Je l'avais mis bien aussi dans de bonnes dispositions, je lui ai mis de suite la machine à café, je lui ai dit prends-toi tes cafés, etc. Quand il était en train de bosser, je lui avais amené des petits sandwichs, etc. Faut que j'arrête de dire etc. Mais non, quand j'avais amené tous ces petits sandwichs, et c'est des petites choses mais qui font qu'au moins vous avez la confiance de votre artisan, vous le mettez dans de bonnes dispositions. Il a toujours été payé en temps et en heure, mais ça n'a pas empêché d'être quand même rude entre guillemets sur la négociation et de tirer certains coups parce qu'encore une fois vous êtes là pour faire une belle opération. Donc je suis revenu de Dubaï, les travaux avaient très bien avancé, il y a eu encore un mois de travaux. Après je vous épargne les petites galères de dernière minute qu'on a eues. On a eu une toute petite infiltration d'eau, il a fallu remanier 3 tuiles sur le toit. Au moment de mettre en location, je me suis aperçu que j'avais pas mis de détecteur de fumée alors que c'est quelque chose d'obligatoire. Voilà, des petites erreurs entre guillemets comme ça, mais qui ont été vraiment sans gravité. Je me suis même un peu planté sur internet aussi où ça m'a retardé 2 jours la mise en location parce que j'avais pas encore les box qui étaient arrivées, le raccordement qui avait été fait. Enfin bon, une petite galère comme ça, mais rien de grave. Voilà, c'est bon, j'ai terminé les travaux. Jeudi, 16h, je me souviens encore, c'était entre 16 et 17h, je mets l'appartement en ligne sur Airbnb. Je m'étais dit, bon, cette nuit, j'irai la passer au Airbnb pour voir un petit peu comment ça vit, s'il n'y a pas de bruit, parasites, etc. Un quart d'heure plus tard, je prends une première réservation, 3 nuits, et je me suis dit, ça y est, c'est lancé. C'est lancé, ça fait du bien parce que c'est la consécration de tous les efforts qu'on a mobilisés depuis maintenant, j'ai envie de vous dire mes 15 ans, j'avais 18 ans à ce moment-là, donc depuis 3 ans, de boulot, de formation, etc. C'est ce qui se concrétise. Et cette première putain de réservation, je me souviens encore, c'était 90 balles pour 3 nuits. Alors c'est pas cher du tout, aujourd'hui c'est pas ce même prix si vous avez 3 nuits dans un appartement, mais c'était le lancement et ça m'a mis en confiance et je me suis dit putain, c'est 90 €. Ils sont symboliques. Ils sont symboliques parce qu'ils sont synonymes, ils retranscrivent tout le travail qu'il y a eu. Ça a été compliqué. Quand je vous dis, tout à l'heure, je vous disais les petits moments de pression que j'ai eu, c'est-à-dire que la veille de signer l'acte, je me suis dit, putain, mais est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie? Je dis, j'achète un appartement, je sais pas si ça va se louer, je sais pas comment gérer les travaux. Est-ce que je ne fais pas une énorme connerie? Et plusieurs fois, j'ai pris, ces petites montées de pression. C'est marrant parce que pour en parler maintenant avec des amis à moi aussi, j'ai des amis un peu plus âgés, mais qui vont être papas, ils m'ont tous fait le même retour sur cette petite anxiété et ces peurs qu'ils ont avant que leur fils naisse, par exemple, ou leur fille. Et c'est vrai que ce petit coup de pression qu'on prend avant, j'ai eu la sensation de prendre un petit peu le même au moment de signer l'acte où je me suis dit putain, mais est-ce que tu fais pas une énorme connerie? Et c'est venu vraiment au moment de signer l'acte parce que quand vous signez l'acte, vous savez que derrière, il y avait la petite période de différé où je payais pas le crédit pendant 6 mois, le temps de faire les travaux et de mettre en location. Mais vous savez que quand vous signez l'acte, ça y est, c'est là, vous vous engagez, vous allez être obligé de rembourser ce crédit à la banque. Donc, je sais pas, c'est le moment où vraiment on prend conscience entre guillemets, la responsabilité qu'on se met sur le dos.
Mais encore une fois, vous devez être prêt à passer par là si aujourd'hui vous voulez acheter un appartement. Donc voilà, tout simplement, c'était l'histoire de ce premier appartement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il tourne en location. Donc j'ai 20 ans, je l'ai acheté à 18 ans. Et on a 5 autres appartements. Je dis on parce que j'ai des appartements sur une société avec un associé. J'ai aussi des appartements en perso, des opérations perso que j'ai faites comme ce premier appartement que je vous ai raconté. Et tout simplement, les locations continuent de rentrer et ça ne fait que se développer. C'est génial. Et maintenant, entre guillemets, j'ai quelques opérations derrière moi, ça nous permet à la banque déjà d'être crédible, d'avoir du background entre guillemets sur les chiffres à montrer, les rentabilités, les extraits de compte avec les virements Airbnb qui rentrent dessus. Donc on a de quoi justifier aujourd'hui de la pérennité et du fait qu'on sache investir, moi et mon associé, dans des appartements qui sont rentables. Mais vraiment aujourd'hui, si j'ai qu'une entre guillemets conseil à vous donner, c'est vraiment d'apprendre. Apprendre, observer, soyez curieux, ayez les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts à chaque moment de votre vie, à chaque moment où vous côtoyez des personnes qui sont dans des milieux que vous voulez introduire. Et quand je vous dis ça, c'est que par exemple les 34 visites que j'ai faites avant d'acheter ce premier appartement, j'ai forcément ouvert les yeux, ouvert les oreilles, pris des notes, fait des recherches sur Google sur des petits éléments qui m'avaient fait tilt à l'oreille mais que je connaissais pas et vraiment observer. Apprenez des autres, soyez une réelle éponge. Je pense que tout investisseur entrepreneur est une réelle éponge et apprend sans cesse des autres. Et à partir de là, implémentez. C'est-à-dire que vous allez devoir passer à l'action. Si vous observez que vous apprenez pendant 10 ans sans passer à l'action, il y aura 0 résultat. Vous aurez peut-être la meilleure culture générale, vous serez peut-être le meilleur théoricien, mais vous ne serez pas passé à la pratique. Vous n'aurez pas de rentrée d'argent, j'ai envie de vous dire, automatique qui rentrera. Et en plus de ça, vous n'allez pas tout simplement évoluer et vous allez voir que entre la théorie et la pratique, encore une fois, il y a des moments où il y a des fossés. Donc, observez, apprenez, implémentez. Une fois que vous avez implémenté, analysez-vous, analysez les erreurs que vous avez faites et comment vous pouvez les optimiser et répéter tout simplement. Encore une fois, c'est beaucoup de travail. La seule leçon de cette vidéo, c'est de croire en soi. Je vous fais pas cette vidéo pour dire voilà, moi j'ai acheté un appartement à 18 ans, etc. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer qu'à 18 ans, c'est possible d'acheter un appartement. Et franchement, tout ça, moi, ça m'a été possible grâce à mes professeurs. Certains qui m'ont dit que ce serait top, qui me retrouveraient devant Pôle emploi en se foutant de ma gueule devant 30 personnes quand on parlait des orientations. J'avais fait 0 vœux sur Admission Post-Bac, le logiciel où on fait les orientations. Et tout ça, ça m'a donné cette rage de réussir, cette rage d'aller au bout de mes projets, d'aller au bout de mes idées et de prouver à tout le monde que tout est possible et que la seule limite, c'est soi-même, c'est son cerveau. Et en fait, aujourd'hui, j'en parle souvent avec des amis qui me posent beaucoup de questions et qui me disent « Mais comment tu fais pour toujours avoir cet entrain, toujours avoir cette confiance quand tu lances un nouveau projet, etc. » Mais parce que je crois en moi et je crois en mes projets et j'ai cette ligne directrice. Je sais pourquoi je me bats, je sais pourquoi je me lève tous les matins et je sais que tous les jours, je bosse pour un lendemain meilleur. Et en fait, du fait d'avancer comme ça, alors il y a 2 écoles, il y en a qui peuvent dire mais tu seras un internel insatisfait, tu auras toujours envie d'aller chercher plus loin, mais je m'épanouis également comme ça. Et aujourd'hui, le besoin de sécurité et le besoin de liberté, ce qui est quand même les 2 valeurs pour lesquelles j'ai lancé ma première entreprise, l'agence, et que j'ai acheté un appartement aussitôt, la liberté et la sécurité, je la gagne quand même de jour en jour grâce à ces appartements, grâce à une entreprise, maintenant d'autres entreprises également qui viennent à côté. J'en parle pas trop parce que c'est des projets en cours, mais tout ça, tout cet écosystème fait qu'aujourd'hui, cette liberté, cette sécurité, je suis en train de l'acquérir. Et encore une fois, tout ça parce que j'ai cru en moi et aujourd'hui, je n'ai plus aucune barrière, je n'ai plus aucune pensée limitante et je me sens réellement capable de créer un empire et de réussir n'importe quel projet que je lance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des compétences via l'agence qui me permettent en communication, en marketing, d'avoir des clients. En plus de ça, j'ai vu aujourd'hui plus de 150 clients avec des business models différents, etc. Je pense que je connais quand même beaucoup de business models et il n'y en a plus un qui me fait dire « putain, je ne l'ai jamais vu, c'est hyper novateur, etc. » Donc, tout simplement, aujourd'hui, cette expérience, elle est toute bénef. Et je pense que plus tôt vous vous lancez, plus tôt vous aurez cette expérience, plus tôt vous serez à l'aise et plus tôt vous pourrez vous épanouir et vivre réellement une vie qui vous correspond. Et je veux pas rentrer dans une vidéo trop mindset, lifestyle, etc. parce que c'est pas ma spécialité. Je suis pas un coach en dev perso, mais là je vous fais vraiment un retour d'expérience très personnel. C'est-à-dire que je ne l'ai pas dit beaucoup de fois, ce que je vous raconte là, et ça me fait plaisir de le partager avec vous parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, qui se posent des questions, qui se demandent s'ils sont bien à leur place dans leurs études, dans leur salariat, dans leur CDI, pardon.
Et comprenez encore une fois que tout ça, si vous avez envie de lancer un projet, faites-le tout simplement. N'attendez pas, personne ne le fera pour vous. Vous devez vous y investir corps et âme à 2000%, mais personne ne le fera pour vous. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer pour un projet qu'il passionne, qui l'anime, je ne peux que le soutenir, vraiment. Donc si aujourd'hui tu as un projet qui te tient à cœur, qui te passionne, qui te fait vibrer à chaque fois que tu en parles, que tu y penses, lance-toi. Lance-toi de la bonne manière, prends le temps de te former, prends le temps d'observer, prends le temps s'il faut de constituer un petit capital, mais lance-toi, vraiment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce petit format story time entre guillemets? J'aimerais bien pouvoir t'en refaire sur d'autres expériences, des mésaventures, des réussites que j'ai eues avec l'agence, dans l'immobilier. Voilà, donc dis-moi un petit peu les domaines qui t'intéressent. Est-ce que tu as kiffé ce format? Si oui, je me ferai un plaisir d'en refaire. J'aime bien vous partager un petit peu ces retours d'expérience parce que c'est des vidéos qui sont un petit peu longues. On passe du temps ensemble, mais je pense qu'elles sont réellement impactante et inspirante pour certaines personnes qui étaient dans ma situation, parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans ma situation, me suivent, sont jeunes, se posent des questions, sont dans des études qui les fascinent pas forcément, dans des boulots qui les fascinent pas forcément, et encore une fois, moi, ça me fait plaisir de te partager ces retours d'expérience. Donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, sur Instagram également si tu as envie, n'hésite pas à me suivre, à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de t'y répondre. C'était Mathéo pour cette petite story time, je te dis à la prochaine, ciao ciao.